Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Aéroscopia, le musée de l'histoire aéronautique de Toulouse. Un lieu idéal pour ce numéro de carnet de vol consacré à l'histoire de notre passion commune. Du début du XXe siècle à aujourd'hui, ils sont nombreux ces avions à avoir marqué l'imaginaire collectif par leurs lignes, leurs performances ou encore leur capacité de transport. C'est donc un voyage dans le temps et à bord des plus beaux engins volants sortis de l'esprit créatif de l'homme que vous propose Carnet de vol aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Voyage dans le temps aujourd'hui dans Carnet de vol avec 3 avions de légende. Le premier est gros, a une bosse sur la tête et vient de terminer sa carrière chez Air France. Nous serons à bord d'un Boeing 747 entre Paris et Mexico. Lui a pris sa retraite opérationnelle il y a bien longtemps. Le Super Constellation était ce qui se faisait de mieux à son époque. C'est l'un des tout premiers transatlantiques ouverts aux passagers. Enfin, toujours plus loin de nous, le Böcker 131, un avion allemand d'entraînement pour les futurs pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Le plaisir du pilotage à l'état pur. Concorde, un nom, un avion incontournable dans l'histoire de l'aéronautique, une aile delta, un nez pointu et inclinable, un fuselage fin, son profil est inimitable. Et si je vous rappelle qu'il reliait Paris à New York en moins de 4 heures, là où aujourd'hui les avions de ligne modernes mettent plus de 8 heures, vous comprenez qu'il garde une place à part. Surtout ici à Toulouse où le bel oiseau blanc a été dessiné et construit à la main, presque à la méthode artisanale. Un artisanat de très haut niveau tout de même, puisque Concorde dépassait les Mach 2, une vitesse digne d'un avion de chasse d'aujourd'hui. Et dans le premier reportage de cette émission, nous allons nous intéresser à un autre monument de l'aviation commerciale. Celui-ci fait référence en matière de capacité d'emport de passagers. Il s'agit du Boeing 747, un avion à bosse qui, comme le Concorde, a fait les beaux jours d'Air France. Mais comme le Concorde, il est aujourd'hui retiré de la flotte de la compagnie nationale française. Voilà qui méritait bien le petit hommage que nous lui rendons. On repartira. Donc on part un peu au nord, on traverse direct sur Terre-Neuve, là, puis après, on repasse complètement à l'est des côtes. Ouais, de toute façon ça va changer, puis on réajustera. Il fait pas beau en Angleterre, donc ça doit être les deux endroits où ils ont trouvé un peu de turbulence. Nous sommes à 2 heures du décollage du vol Air France 438 vers Mexico. C'est ici, à la Cité des navigants Air France de Roissy, que l'équipage se rencontre pour la première fois. Alors, en gros, ça fera 11h20 de vol. Donc on confirmera ça une fois qu'on sera en croisière, qu'on aura choisi la vitesse de vol en fonction du carburant qu'on a, du retard éventuel qu'on a, etc. À Mexico, ils sont très gentils, mais ils foutent une pression terrible dès que le dernier passager est à bord. Et ils vont vous demander 10 fois de fermer la porte. Et moi, je résiste. Donc, voilà. Chaque vol est unique, mais celui-ci marque l'épilogue d'une histoire vieille de 45 ans chez Air France, celle du 747. C'est sur Paris-Mexico que se font les derniers vols de cette machine mythique. Du hangar, donc on va vérifier si au niveau du tractage s'il n'a pas pris des cailloux ou quelque chose dans les pneus, donc on fait le tour des roues. Gilbert travaille sur 747 depuis ses débuts, des milliers d'heures aux côtés du géant et une histoire de génération. J'ai connu différents types de 747, le 100, 747 100, 747 200 et puis celui-là, 747 400. Donc vous le connaissez un peu par cœur quoi. Par cœur, on ne connaît pas toujours par cœur, mais on commence à bien le connaître quoi, en fait. Une fois l'avion prêt, c'est la traditionnelle et très sérieuse visite pré-vol. Aujourd'hui, c'est Jérôme, l'un des 2 copilotes qui s'en charge. Les hôtesses, les stewards sont passionnés de cet avion. Certains, ça a été leur premier vol étant enfant dessus. On travaillait pour la première fois dessus. Vous êtes fier de piloter un 747 ?
évidemment. Évidemment, je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de pilotes qui vous diront l'inverse. Alors on va partir à l'heure? La machine, l'équipage sera prêt. Aujourd'hui, ça ne posera pas de problème, bien aidé par les vents de face qui sont un petit peu moins forts qu'à l'habitude. On sera de toute façon à l'heure à l'arrivée. Je crois que c'est ce qui importe aux passagers. Et donc, les 432 passagers embarquent pour la dernière fois à bord du géant. Autant pour les équipes au sol que pour les navigants, le moment est symboliquement fort. Il vient clore une épopée prestigieuse commencée au début des années 70 par l'arrivée du premier géant des airs. Le 747, c'est le début du transport de masse. Jusqu'alors, traverser l'Atlantique en avion était réservé aux plus riches. Avec le 747, Air France et toutes les grandes compagnies mondiales peuvent diviser par deux le prix du billet. Le 747, c'est aussi l'avion d'une génération, celle des années 70, celle du guide du routard et des premiers grands voyages vers l'Inde, le Brésil ou les États-Unis. France 474, le vent 60 degrés 5, une piste 26 droite, autorisé décollage. Autorisé décollage. Et avec ce dernier décollage vers Mexico, le grand livre de cette incroyable machine se referme pour la France. Sûr, confortable, fiable, tous les pilotes ont été marqués par ses performances et sa réussite technique. C'est un avion monumental par ses dimensions, par ses performances. C'est un avion qui vole à Mach 0,9. Même les gens de chez Dassault, ils sont stupéfaits qu'on ait réussi à faire des avions de ligne aussi rapides. C'est un avion sur lequel, quand on perd un moteur, on perd 400 pieds. Autrement dit, on continue exactement comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. C'est un avion au pilotage encore assez sensuel. Les avions actuels où on passe par des calculateurs sont plutôt moins sensuels au pilotage. Parce qu'il y a des interfaces, il y a des calculateurs entre les deux qui font des choses qu'on ne maîtrise pas, d'ailleurs on ne les connaît pas. Et c'est des avions qui ne répondent pas de la même façon, qui sont moins agréables à piloter. Ça, c'est un vrai bonheur. Sur l'Atlantique Nord, à 2000 km des côtes, notre route rattrape celle d'un autre appareil en British Airways. Rencontre improbable, toujours l'occasion de s'émerveiller sur ces machines qui nous amènent au bout du monde. L'anticipation, c'est le maître mot de l'aviation. Notre souci, c'est de savoir, en cas de problème, où est-ce qu'on peut aller. Le terrain accessible, la météo qu'il fait, est-ce que toutes les installations sont disponibles sur les terrains où on est susceptible de dégager au cas où on aurait un problème. Pour les navigants commerciaux, celui que l'on appelait le jumbo jet, c'est souvent aussi une émotion d'enfant, le point de départ, parfois inconscient, vers une vocation, un métier de passion. La première fois que j'ai vu un 747, c'est à l'aéroport d'Orly. Ouais. C'était au tout début des années 80, j'avais 11 ans. Nous étions en famille, on l'a vu décoller et on était un peu en randonnion devant les baies vitrées pour le regarder décoller. Ouais. C'est celui qui donne envie de voler, c'est celui qui donne envie d'être hôtesse de l'air. C'est un avion qui représente le long courrier, qui représente les longs voyages. Pour parodier une phrase célèbre, toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air et j'y suis arrivée. Et le 747 a été une motivation supplémentaire. Moi j'en garde un excellent souvenir. Pour nous qui travaillons dedans, c'est un avion très ergonomique. Je trouve que c'est un avion solide qui a tenu la route pendant de longues années, pendant de longues décennies. Il a fait ses preuves. Les écrans de cinéma ont disparu au profit des écrans individuels. L'escalier s'est élargi, la cabine modernisée. Mais le 747 reste pour ses derniers passagers un vieux compagnon. C'est un peu un appareil mythique dans le monde de l'aviation. C'est un appareil que j'ai pris très très souvent. C'est devenu un vieil ami, quoi. On passe un agréable vol, c'est confortable, pas très bruyant, donc en comparaison, c'est un avion moderne en fait finalement. Après 13 heures de vol, le Paris-Mexico arrive au crépuscule sur la mégapole d'Amérique latine. À 2400 mètres d'altitude, il faut bien toute la piste pour maîtriser le géant et réussir son freinage. Au sol, l'escale est à pied d'œuvre. Dans 2h30, l'avion doit repartir. On a à peu près une trentaine de personnes, entre les personnes qui cherchent l'avion, qui font le nettoyage dans la cabine, le personnel au sol, ceux qui font les opérations, les pilotes.
Il n'y a pas une minute à perdre, il faut que tout le monde commence à travailler comme des fourmis. Mais l'aventure des longs courriers ne s'arrêtera pas avec le 747. Un nouveau géant a déjà pris sa place. C'est une page qui se tourne. Quand on voit ce bel avion, on a beaucoup d'émotions. Et on a travaillé aussi pour remplacer cette légende par une autre légende, puisque le 747 sera remplacé par l'A380. Et on a travaillé beaucoup ces derniers mois avec les autorités pour adapter l'aéroport et commencer une nouvelle page. Mexico, la plus grande ville d'Amérique latine, a été reliée pour la première fois sans escale à Paris par un 747. Puis sont venus les DC-10, les 340, mais l'élégance de ce quadrimoteur aura fait rêver pendant 46 ans tous ceux qui aiment les avions et les voyages. Alors on fait un sacré bond en arrière, puisqu'on se retrouve en 1905, date de conception de ce Blériot 11. Et malgré ses allures de bicyclette, c'est bien lui, le premier avion à avoir franchi la Manche en 1909. C'est également le premier avion à avoir rallié Toulouse par les airs. C'était en 1911, un vol depuis Pau avec aux commandes un aviateur nommé Roger Morin, qui malheureusement pour lui n'est pas resté dans l'histoire. Allez, notre machine à voyager dans le temps nous emmène maintenant à la fin des années 40 avec le Super Constellation. Ce fut l'un des tout premiers appareils à transporter des passagers payants de l'Europe vers l'Amérique. Et à ce titre, ce fut l'une des machines préférées des compagnies aériennes d'après-guerre. Regardons. Air France, qui a demandé à Yvonne Printemps et Pierre Freinet, héros récents d'un autre voyage en Amérique, de baptiser le premier Constellation à classe touriste destiné à la ligne Paris-New York. Cet élégant quadrimoteur fut donc le premier courrier à pouvoir relier d'un trait d'aile New York à Paris. Cet avion fit faire un bond considérable au transport aérien commercial puisqu'à plus de 500 km/h, en 14 heures, on pouvait désormais survoler l'Atlantique Nord dans une cabine pressurisée et climatisée. Air France y proposait le service du Parisien spécial, des fauteuils de première, un bar et même des couchettes individuelles. Les stars de l'époque, comme ici, le couple Cerdan-Piaf, furent donc les meilleurs ambassadeurs de ce nouvel art du voyage. 60 ans plus tard, de cette époque prestigieuse, il ne reste qu'un seul avion, mais pas n'importe lequel, un Super Constellation type G, la version la plus aboutie de la machine. Cet extraordinaire appareil s'est un jour posé sur les bords de la Loire et a bien failli y mourir. Aussitôt son arrivée à Nantes, c'est-à-dire en 74, c'est-à-dire dans l'année 75, il avait été racheté par un industriel nantais qui s'appelait M. Gabory et qui était un collectionneur et un fada d'aviation. Et il avait racheté cet avion pour le faire visiter aux Nantais. Quand on l'a récupéré en 99, il était, disons, sur sa structure générale, dans un état encore sauvable, je dis bien encore sauvable, mais au niveau extérieur, au point de vue peinture, il commençait à tomber en lambeaux. L'objectif numéro 1, ça a été déjà de le repeindre et d'essayer de l'étancher des fuites extérieures sur la partie fuselage et sur la partie cabine et ainsi de suite. Sors la béquille devant toi là. Bloc sur un cylindre. Voilà. Ouais. Grâce à l'amicale du Super Constellation, cet avion est peu à peu sauvegardé. Tous les membres, passionnés, y travaillent sans relâche à faire revivre la machine et à la protéger. Pierrick, tu me mets le courant, t'as pas? Et voilà, ça marche. Ça, c'est la mécanique pour sortir les volets. Je suis fan d'aviation depuis l'âge de 14 ans et ça me lâche pas quoi. Donc quand j'ai eu la chance d'intégrer l'assaut il y a 10 ans en arrière, j'ai foncé quoi, parce que non seulement cet avion est magnifique et le fait de pouvoir toucher l'avion et travailler dessus, pour quelqu'un qui est fanat, c'est juste formidable quoi. Et c'est un mythe cet avion. Ce qui est dommage, c'est qu'il va finir par disparaître de lui-même si on ne le couvre pas. Puisque de toute façon, on ne pourra pas arrêter la rouille, même l'aluminium rouille pareil que l'acier, c'est beaucoup plus lent, mais on y arrive tout doucement. L'avion se détruit tout seul, gentiment, parce qu'il n'est pas couvert. C'est installé comme ça. Un peu plus bas ici. Donc il faut le refixer, rebrancher tous les connecteurs.
Président d'honneur de l'Amicale, Michel Bessa est l'un des derniers commandants de bord des Constellations d'Air France. Il a plus de 6000 heures de vol sur cet avion. Nous, par exemple, pour naviguer, on n'avait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a été même obligé sur ces avions d'avoir un sextant comme dans la marine. Alors que maintenant, ils ont des GPS, ils ont des tas de trucs qui fonctionnent que moi, honnêtement, je ne connaissais absolument pas. Et partir tous les jours de New York vers Paris avec une météo peu fiable était toujours un petit exploit. C'était pas gagné d'avance, d'autant plus qu'il faut quand même dire que ces avions étaient relativement limites pour faire le transatlantique. Hein, faut pas l'oublier ça. Et donc, il y avait beaucoup plus souvent une escale qui était soit Shannon, soit Gander. Un vol direct, c'était pas très souvent. C'était le premier avion qui a été pressurisé et qui pouvait voler. Donc, en gros, on volait aux environs de 5000, 5500, 6000 mètres maximum. Ça permettait quand même de passer au-dessus du mauvais temps, de passer au-dessus des nuages. Du brouillard sur le terrain, le vent est calme, visibilité 900 mètres. C'est toujours émouvant. Remonter dans le cockpit, ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Je peux pas m'empêcher de revoir tout ce que j'ai connu, quoi. Il ne reste qu'une dizaine de constellations complètes dans le monde. 3 seulement sont en état de vol. Ce super jet d'Air France ne revolera plus. 270 000 € sont nécessaires et recherchés pour mettre l'appareil à l'abri. Car cet avion est bien une pièce exceptionnelle, témoin du luxe du pavillon français dans les années 50. Le gris acier qui allait déjà très bien aux super constellations va sans doute encore mieux à ce Messerschmitt Bf 109, un avion de chasse allemand conçu dans les années 30 et qui domina très largement le ciel de la première partie de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la campagne de France. Cet avion était tellement moderne pour son époque qu'il a même révolutionné l'art du combat aérien. Ce fut d'ailleurs l'un des avions préférés des meilleurs pilotes de chasse de la Luftwaffe, comprenez l'armée de l'air allemande. Mais avant de voler sur cette machine haute performance, ces pilotes devaient d'abord s'entraîner sur Bucher 131, un avion qui fut ensuite l'une des stars des meetings aériens d'après-guerre et qui garde encore aujourd'hui tout son charme et procure toujours autant de plaisir à son pilote. Et pour vous en convaincre, on vous emmène à bord. On va faire une vingtaine de pales, c'est l'échauffement. Ça se présente très bien. C'est un avion à l'origine de formation de base, qui a été conçu dans les années 30, qui a fait son premier vol en 1934. Et donc c'est un avion qui était petit, léger, très innovant à l'époque, et qui servait donc à former les pilotes dans toutes les armées de l'air finalement d'Europe. Sauf qu'il a 2 gros défauts. Le premier, c'est qu'on ne voit rien devant. Tu verras, on ne voit rien devant du tout. On ne voit rien au roulage, on ne voit rien au décollage, on ne voit rien en montée, on ne voit rien en croisière, on ne voit rien en descente et on ne voit rien à l'atterrissage. Donc on regarde sur le côté. On regarde sur les côtés, bon, c'est un gros défaut que je trouve peu acceptable aujourd'hui. Et puis après, il a un train d'atterrissage qui est très particulier, qui est très embêtant à poser quand même. Bon, ben on va y aller alors. Ah ben on va y aller, oui. Allez. On va y aller. Il est d'origine allemande. Il a été construit sous licence dans beaucoup de pays, y compris en Espagne. Donc celui-ci est sorti en 1955 à Cadix, dans l'usine de Cadix. Et donc, comme il a tourné dans l'armée de l'air espagnole, il était décoré de la croix de Bourgogne. Ah oui, c'est cette croix. C'est cette croix qu'on trouve encore aujourd'hui sur tous les avions espagnols. Hein, la croix qui est maintenant en plus petit, sur les gros avions, elle est en plus petit, un petit rectangle avec cette croix. C'est très exigu. D'un côté et de l'autre pour t'aider. Première difficulté, l'installation au chausse-pied dans un poste de pilotage très étroit. Allez, voilà, le parachute c'est fait. Le casque du bon côté, il y a un cérémonial. Mise en route, le moteur Tigre de 1949 est très susceptible. Mais ce matin,
il tourne comme une machine à coudre. Comme tous ces vieux avions, il faut laisser monter en température. 15 minutes de chauffe avant la mise de gaz et le décollage. Alors, en route pour la Montagne Noire, ce matin, les dieux de la météo sont favorables. Un air frais, stable et une visibilité illimitée transforment ce petit voyage en un moment de perfection aéronautique. Ça a été une machine mythique des meetings de l'après-guerre. C'était l'avion de voltige qui a dominé toutes les compétitions de l'après-guerre. C'était la star des meetings, quoi. Et puis aujourd'hui, ça reste une des machines qui procure le plus de plaisir à piloter. Le Bucaire, c'est le vrai plaisir du pilotage aux commandes d'une machine de légende. Des commandes vives, très directes et un aéronef qui aime qu'on s'amuse avec lui. Beaucoup de plaisir parce qu'on vole, comme on a fait là, on se régale, c'est un vrai bonheur. Mais beaucoup de contraintes parce que si on veut voler en sécurité, il faut beaucoup d'entretien, de maintenance préventive, de réflexion sur ce que valait la mécanique à l'époque, comment on l'utilisait, parce qu'on n'a plus tellement de références aujourd'hui. C'est plus des moteurs Lycoming qu'on connaît par cœur, on n'a pas de manuel de vol, on n'a pas grand-chose. Donc il faut quand même se poser beaucoup de questions pour les utiliser correctement. Être propriétaire de ce type d'avion, c'est un art de vivre, une philosophie du vol. Du pilotage exigeant pour une machine sans concession, mais qui rend bien tout ce qu'on lui donne. Retour à Aéroscopia avec une petite devinette pour vous. Savez-vous à quoi peut servir cet instrument situé juste derrière moi? Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Alors, il s'agit en fait d'un des tout premiers simulateurs de vol de l'histoire. Il date du début du XXe siècle. L'apprenti pilote s'installait dans ce fauteuil. Un opérateur se mettait à l'avant, un autre à l'arrière et déséquilibrait le fauteuil, en tout cas cette plateforme. Et le pilote, avec ce palonnier et les 2 volants qui étaient les seules commandes à l'époque, devait rééquilibrer l'ensemble. Allez, on va quitter le passé maintenant pour se tourner vers l'avenir avec cette nouveauté qui pourrait passer pour un gadget mais qui intéresse réellement de très nombreuses compagnies aériennes. Il s'agit en fait de lettres à peindre sur les carlingues, mais attention, des lettres lumineuses. Ce concept a été inventé par Aircel, une entreprise basée à quelques hectomètres d'ici, que je vous invite à découvrir. Une peinture qui s'éclaire. En fait, des lettres électroluminescentes. Une technique mise au point depuis 3 ans par la société toulousaine Aircel, filiale de Safran. C'est une discussion de table à café un matin en disant cette surface d'avion elle est vraiment blanche, elle est souvent avec des autocollants, mais rien de transcendant. Donc on se disait à tomber de la nuit, pourquoi pas la faire briller, pourquoi pas l'éclairer. Donc on est allé chercher un peu de techno qui existait sur le marché, on n'a rien inventé de particulier sur le sujet, on est allé chercher une techno qui était mature, qui est l'électroluminescent. Et ensuite on est allé y faire une lettre pour Virgin, le logo. Et on a travaillé après derrière 3 ans pour tout à fait le minimiser. Aujourd'hui il fait 370 microns, donc c'est super léger. Il est tout à fait aérodynamique. Certifiés en vol depuis cet été, les motifs, logos ou lettres peuvent supporter des vitesses jusqu'à 990 km/h et des températures jusqu'à -70 degrés. 5 couches de technologie se superposent sur à peine la moitié de l'épaisseur d'une carte de crédit. Dès qu'on est sur des rayons de courbure, ouais, c'est vraiment top. Ouais. On a pris une colle qui existait sur le marché aéronautique, un double face très très fin, qui est de l'ordre de 50 microns aujourd'hui. Et on colle les lettres directement sur la peinture une fois le process peinture terminé. Et puis après, on vernit le tout pour étanchéifier et rajouter une couche anti-UV pour ne pas altérer les couleurs dans le temps. Aircel, spécialiste de l'intégration des moteurs et nacelles, est un partenaire industriel de premier plan pour Airbus. La maîtrise de cette nouvelle technique de luminescence sur fuselage ou tout autre support ouvre des perspectives infinies à cette entreprise aéronautique de Colomiers.
Voilà, on va se quitter au pied de cette A400M. C'est le nouvel avion de transport de l'armée de l'air française et c'est un sacré engin par rapport à ses prédécesseurs, le Transal ou l'Hercule. 45 mètres de long, 43 mètres d'envergure, 141 tonnes de charge max et surtout 10 400 chevaux développés par ces 4 moteurs. Alors celui-ci, c'est le numéro 1 de la série, le premier exemplaire qui a donc participé aux essais en vol et qui est désormais installé ici à Aéroscopia. Un musée de l'aéronautique que je tiens à remercier pour son accueil. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission et toutes les autres de la saison sur notre site internet. Excellente journée et surtout, bon vol à tous.